Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une manifestation du secteur démocratique populaire unifié pour exiger le départ du président Jovenel Moïse a eu lieu ce mardi. Elle a été dispersée par la police pratiquement en fin de parcours. Quelle que soit la décision du Parlement concernant l'accord créant la mine Juste, elle n'aura aucune incidence sur sa mission. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Mamadou Diallo. Les contraintes financières et techniques pourraient rendre incertain le projet du président d'électrifier le pays 24 heures sur 24, selon deux spécialistes en questions énergétiques. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Les papes jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. À l'appel du secteur démocratique populaire unifié, quelques centaines de manifestants ont gagné les rues ce mardi pour exiger le départ du président Jovenel Moïse du pouvoir. Contrairement aux autres manifestations, celle-là a démarré dans la commune de Pétionville. Les protestataires qui scandaient des slogans hostiles au chef de l'État ont sillonné plusieurs rues de cette commune avant d'emprunter l'autoroute de Delma. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants non loin du Parlement, boulevard Harry Truman. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg. Bonsoir, commissaire Lerbourg. Bonsoir, Serge. C'est un plaisir de vous avoir en ligne. C'est un plaisir de vous avoir à Métro News. Commissaire, la manifestation d'aujourd'hui était interdite. Comment se fait-il qu'elle ait quand même eu lieu et pourquoi la police a-t-elle attendu si longtemps pour intervenir? D'abord, Serge, laissez-moi introduire une petite nuance sur l'interdiction elle-même. La police avait dit qu'elle ne sécuriserait pas si toutes les conditions n'étaient pas remplies, ce qui est différent d'une interdiction. L'interdiction peut-être provenait de certaines autorités politiques qui ne sont pas opérationnelles. Naturellement, les instructions, la note interne adressée au directeur général par le ministre de la Justice, qui est une correspondance interne, a fait le tour des réseaux sociaux. Et là, la police était contrainte, si vous voulez, à agir par rapport aux instructions qui ont été passées. Maintenant, la police avait prévu de ne pas sécuriser au cas où les organisateurs ne se soumettraient pas aux conditions de sécurisation de la manif elle-même. Maintenant, devant le fait accompli, la police a volé au-delà des contingences, au-delà de toute polarisation politique ou idéologique, et a assuré ses fonctions de garant de l'ordre public et de l'ordre social. Ce qu'il faut retenir de la journée, c'est que l'escorte a été faite, la surveillance a été faite et la manif est terminée sans aucun incident majeur.
D'accord, commissaire. À partir de quel moment les choses ont commencé à dégénérer, à Pétionville surtout? Alors, je n'ai pas eu bruit de dégénérescence de la situation. On m'a rapporté qu'il y avait un pick-up blanche, sans plaque, blanc. Une pick-up. Oui, qui est sur tous les réseaux sociaux depuis une demi-heure. Oui, oui, tout à fait. Et alerte a été passée par le CRO pour que tout agent de la force publique ou toute unité de la police de veiller à ce que cette pick-up soit maîtrisée. Bon, jusqu'à la fin de la journée, je n'ai pas eu de rétroaction par rapport aux actions de la police vis-à-vis de cette pick-up, mais c'était le seul incident à considérer pour cette journée de manif. D'accord. En fait, quel est le bilan? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de jets de pierre? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pneus enflammés ou de vitres cassées? Aucun de ces incidents ne m'a été rapporté jusqu'à présent. Cela dit que c'est une journée plus ou moins civilisée. En ce sens que les manifestants se sont bien comportés tout au long du parcours et la police elle-même n'avait pas jugé bon de faire usage de gaz lacrymogène ou d'eau acidulée ou quoi que ce soit. Pourtant, on a rapporté qu'autour du Parlement, à l'arrivée des gens près du Parlement, au boulevard Harry Truman, la police avait fait usage de gaz lacrymogène. Non, il y a eu une petite tension qui a été vite réglée et ça n'a pas fait mouche comme cela s'est passé dernièrement aux alentours de Delma 60. Oui, oui, en effet. Commissaire, apparemment, les manifestants vont se réunir demain pour programmer de nouvelles manifestations. Comment est-ce que ça risque de se passer? Alors, le fait que cette manifestation se soit quand même tenue au-delà de toutes les mises en garde, cela ne veut pas dire que les notifications ou les dispositions par rapport aux manifs ont changé. Ça ne veut nullement dire que les organisateurs ne doivent pas se présenter à la direction départementale pour signifier, pour notifier d'abord à la police et discuter des modalités de sécurisation. La police a fait son devoir aujourd'hui pour préserver justement l'ordre public et l'ordre social. Mais les organisateurs sont tenus, et c'est leur responsabilité de se tenir au règlement et de notification et de définition des modalités de manifestation. Commissaire Leurbord, certaines personnes pensent que ce serait peut-être une bonne chose que non seulement le parcours de la manifestation présentée par les opposants, que la réponse que les forces de police leur opposent soit publique, que ce soit fait au grand jour. Est-ce que ce ne serait pas une bonne manière d'éviter des confusions après? Alors là, nous appartenons à la force publique. Vous voyez, nous interagissons avec le public et nous avons aussi une manière de communiquer à l'interne. Mais pour ce qui est des notifications à la police, nous ne croyons pas qu'il soit le message que vous voulez faire passer justement, c'est pour que la police puisse formuler patte blanche par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été maintenu et ce qui a été fait. Mais nous autres de la force publique, lorsque nous discutions avec une tierce personne, et cela engage sa responsabilité et cela nous engage aussi de notre côté de sécuriser. Et pourvu que nous ayons affaire à des gens qui assument leurs responsabilités, il n'y a aucune raison que l'on fasse usage de publicité de ce qui a été dit entre nous et eux. Maintenant, c'est une proposition que nous prenons à cœur et qu'à la rigueur, nous aurions pu employer à l'avenir
pour dissiper tout malentendu. Parce que finalement, la raison invoquée par ceux qui ont fait cette proposition, c'est que d'abord le public lui-même serait informé des carrefours ou des rues qu'il faudrait éviter entre telle heure et telle heure, et ensuite, au cas où il y aurait des contradictions dans les déclarations, les manifestants disant que c'est la police qui les avait attaqués ou empêchés d'avancer, au moins les preuves palpables seraient là dès le départ. C'est une proposition que la police n'aurait aucun problème à analyser et de voir en quoi cela pourrait aider à une grande transparence sur la question des manifs. Eh bien, merci beaucoup, commissaire Leurbourg, de nous avoir apporté toutes ces précisions et nous espérons que les prochaines manifestations se passeront, disons, aussi bien que celles d'aujourd'hui, pour reprendre un peu votre terme. Merci infiniment, commissaire Leurbourg, et bonne fin de soirée. Le secrétaire rapporteur de la commission éthique et anticorruption du Sénat annonce qu'il ne signera pas le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Se plaignant d'avoir été totalement écarté de la rédaction du document, le sénateur Au-nom-Dieu Louis affirme que sans sa signature, le document n'aura aucune valeur. Rappelons que le rapport tant attendu devait être disponible le 26 juin 2017, selon M. Beauplan, président de cette commission. M. Beauplan donne l'assurance que son équipe a pu approfondir les investigations réalisées par la commission La Tortue. La décision du Parlement concernant l'accord créant la Minujust n'aura aucune incidence sur la mission, selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Mamadou Diallo. Mamadou Diallo explique que l'accord paraphé avec le ministre des Affaires étrangères n'est qu'une formalité administrative et qui n'a aucune portée politique. La Minujust compte agir dans les limites de son mandat qui consiste à renforcer le système judiciaire et l'état de droit en Haïti. M. Diallo a répondu aux questions des journalistes à l'occasion de la Journée des Nations Unies ce 24 octobre. Le mandat politique et le mandat, les actions et l'orientation des missions sont donnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conseil dans lequel un pays fondateur comme Haïti a lui-même siégé, où il siège, ou siège des pays que Haïti aura élus. Donc ce Conseil de sécurité, ces décisions concernent le mandat. Donc c'est le mandat qui nous a été donné par les États membres, y inclut le gouvernement d'Haïti. L'accord d'installation est un cadre administratif qui permet au gouvernement de comprendre un peu comment nous nous organisons pour être présents sur le territoire haïtien et pour mettre en œuvre notre mandat. À notre entendement, il n'obéit dans sa mise en œuvre et dans son truc dans un cadre administratif. Évidemment, j'ai appris comme vous, j'ai entendu comme vous et tous les autres auditeurs que cet accord a été soumis au Parlement pour examen. Ceci relève encore de la souveraineté d'Haïti. Mais cela, en ce qui nous concerne, n'a aucun impact sur la nature administrative de cet accord qui a déjà été signé, ce qui nous a permis de commencer nos opérations. Et c'est parce que nos opérations ont commencé que nous sommes capables de vous recevoir aujourd'hui dans cette salle et de tenir cette conférence de presse. La Minujust est une mission de soutien et d'accompagnement aux efforts du gouvernement pour l'approfondissement de la stabilité politique, le renforcement des institutions démocratiques, la poursuite des efforts de renforcement de la police nationale haïtienne et de l'ensemble des institutions qui assurent la sécurité et la stabilité de ce pays. C'est ça la limite de son mandat et c'est pour ça qu'elle est ici. Et en tant que pays membre fondateur des Nations Unies, Haïti a le droit de recevoir le soutien et l'accompagnement du système des Nations Unies. Le projet du président Moïse d'électrifier le pays 24 heures sur 24 est difficilement réalisable en 24 mois, selon deux spécialistes en questions énergétiques, l'ingénieur Réginald Noël et le professeur Marc-Antoine Archer. Ces experts ont fait remarquer que les contraintes financières et techniques rendent ce projet incertain. Par ailleurs, ils jugent la rénovation en cours des anciennes centrales thermiques de la région métropolitaine totalement inutile et coûteuse. Le président parle de réseau national interconnecté, qui est difficile à concevoir même maintenant.
Lorsque je prends le point le plus éloigné du territoire, qui est du côté du nord-est, Fort Liberté Ouanamet, pour mener jusqu'à la Grandas, ça fait 650 km de route. De cap pour passer, vous avez un réseau, la ligne principale maintenant est des sous-réseaux. 650 km au plus bas mot à 300 000 $. Le kilomètre, ça te fait 1,8 milliard de dollars. Un peu plus, quasiment $1 million par kilomètre. Donc, et maintenant, dépendamment du type du sol aussi, de la topographie. Si le sol est marécageux, ou besoin l'autre type de poteau, mettez là, il faut mettre là en l'autre profondeur. Un côté qui est très rocailleux, on a besoin l'autre type de. Pas oublier que nous travaillons avec un pile monde, un pile montagne. Donc, c'est des coûts qui sont assez élevés. C'est possible de le faire. Mais le délai de 24 mois, on trouve que l'antigen est trop noël. Tu vois, pour qu'on fasse. Il faut chercher des incentives pour aider. Il faut que tout ça soit accompagné avec des mesures économiques. Le réseau, maintenant, c'est en fonction de qui ne soit pas le faire. Délai a un petit problème, effectivement. Mais il peut le faire en fonction de quelle qualité d'électricité tu vas produire. En fonction de qui schéma ou bien conception mentale, qui schéma conceptuel que M. Gain a la tête. Nous pas Gain. Il n'a pas partagé avec la société, c'est là qu'on reproche en réalité, il n'a pas partagé cette vision, donc il y a une certaine opacité. C'est la seule chose que je puisse dire. Tout le monde well d'un bon oeil dit bon, il faut que ce soit beaucoup plus participatif. Parce que c'est quelque chose que, au fond, la construction de l'architecture énergétique de ce pays, ça va prendre une bonne vingtaine d'années. Donc, nous comptons pour moi que le président Jovenel Moïse déclarait ça et il a voulu commencer. C'est quelque chose qui débute. Même s'il t'a fini, mettez courant, 24 sur 24 ans, le problème là, pour qu'on finisse. Même s'il t'a fait dans 2 ans, il faut qu'on finisse. Parce que c'est là ça qu'on va commencer un problème de gestion. C'est qu'on va créer un marché de l'électricité, par exemple, dans le secteur électrique. Là. Il faut qu'il y ait une réglementation. Il faut qu'il y ait une capacité pour nous dire, mais quand on veut aller. Chaque monde qui est dans le secteur, ouais, qui va le mettre, il va rentrer. Investisseurs va rentrer, ou va faire appel à des capitaux étrangers, ce qui est important parce que le taux de financement dans ce pays, bon, peut-être est trop cher. Donc, il faut faire appel, il faut créer la confiance dans le secteur. Et puis après ça, pour construire le secteur, il te faut pour tout cela un plan. Depuis un certain temps, le nombre de stations-service n'a cessé d'augmenter à la capitale en raison de l'augmentation du parc automobile haïtien. Toutefois, bien que bénéfique d'un point de vue commercial pour leurs propriétaires, la question se pose de savoir si ces pompes à essence ne représentent pas un danger pour le voisinage. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et Guy Trichoisy. Si la hausse du prix du carburant affecte la vie de la population, le constat de l'augmentation constante du nombre de stations de service est tout aussi évident. Ce marché devient de plus en plus rentable en raison de l'explosion du nombre de véhicules à moteur circulant à la capitale. Cependant, les propriétaires qui construisent les stations de service dans des zones résidentielles ou commerciales ne prennent pas en compte les dangers qu'ils font peser là où ils s'installent. Dans la commune de Pétionville, 2 pompes à essence, l'une déjà en fonction et l'autre en construction, sont mal positionnées, selon le maire Dominique Saint-Roch. La mairie se dit déterminée à faire respecter les normes de construction, mais elle semble impuissante face aux propriétaires privilégiés, nous explique le maire de Pétionville.
Quels sont les principes à respecter dans l'emplacement des stations de service? Quels sont les risques que courent les zones environnantes? Telles sont les questions que nous avons posées au PDG de Pinson SA, Gaël Pinson, pompier de formation. Et malheureusement, la loi qui est disponible, très très ancienne, son loi qui datait de 7 septembre 1949, gain la police qui greffait en note de presse sous lui, qui datait de 12 janvier 1999. Distance d'éloignement mesurée horizontalement à partir de parois appareils de distribution, il à peu près 15 mètres pour établissement qui a recevoir public, 10 mètres pour immeuble habité par des tiers et 5 mètres des issues et couvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation. Et 5 mètres des limites de la voie publique. Je ne vais pas mettre en doute mesures de sécurité et normes de sécurité qui gagnent au niveau de monde qui a construit station en tant que tel. Toutes normes internationales sont respectées dans le domaine. Cependant, distance avec côté lié, dans le quartier côté lié, fréquentation station, c'est là que le problème n'est posé. Il est d'autant plus sérieux que, ou pas seulement en affaire avec vente de gasoline, avec gazoil et kérosène, ou vient ajouter qu'il y a des kiosques de gaz propane, qui est encore beaucoup plus dangereux que ça nous saute parlé d'ailleurs là. De nouvelles stations de service se construisent non seulement à Pétionville, mais aussi à Tabar, sur Delma ou dans les différentes communes de la capitale pour le bonheur des automobilistes. Mais elles sont appelées à devenir bien vite un espace de stationnement supplémentaire pour les motocyclistes et une boutique à ciel ouvert pour les marchandes. Pourtant, le risque demeure. L'exemple des 7 personnes mortes carbonisées dans une station d'Inche en mars 2016 est là pour nous le rappeler. Un cycle d'événements autour du thème « Le patrimoine en question » a été lancé officiellement ce lundi par la Focale, l'Institut français et le réseau des alliances françaises en Haïti. Conférences, visites de lieux ou sites touristiques, expositions, projections, entre autres, telles sont les activités qui se dérouleront dans diverses villes du pays, notamment Port-au-Prince, Jacmel et Cap-Haïtien, du 23 au 27 octobre prochain, avec la participation d'experts haïtiens et étrangers. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Paul Léel. Qu'est-ce qui est patrimoine aujourd'hui en Haïti ? Quelles problématiques, quels défis soulèvent la sauvegarde du patrimoine matériel, mais aussi immatériel? Connaître le patrimoine de son pays est indubitablement une nécessité. À cet effet, la Focale, l'Institut français et les Alliances françaises en Haïti ont lancé une série de conférences autour du thème « Le patrimoine en question ». Table ronde, visites de sites patrimoniaux, spectacles, ce sont quelques-unes des différentes activités qui se dérouleront dans plusieurs villes du pays avec la collaboration d'experts nationaux et internationaux, explique l'ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue. Beaucoup d'experts haïtiens seront acteurs de cette semaine et ceux qui viennent de France. Ce cycle d'événements propose de rassembler pendant une semaine, du 23 au 27 octobre, à Port-au-Prince, mais aussi dans les 5 villes d'Haïti où il y a des alliances françaises, Cap-Haïtien, Gonaïves, Jacmel, Jérémy et l'Écaille, autour de ce thème du patrimoine. 5 jours de débat et de formation qui permettront aux participants d'avoir une connaissance plus approfondie de cet héritage commun, d'après la présidente de la Focale. Heureusement qu'il nous reste encore beaucoup à voir, à découvrir, à montrer, à apprendre, à enseigner. Et les débats qui s'annoncent au cours de la semaine s'engageront certainement dans ce sens. Ils nous permettront de saisir les multiples expressions du patrimoine. Passionné au point d'être amoureux du patrimoine haïtien, le directeur du musée de l'Homme à Paris, André Delpuech, s'est dit heureux d'être l'un des intervenants de ce cycle d'événements. Les monuments, les sites patrimoniaux, les grottes, les richesses du pays font de lui une terre unique. Et ce cycle patrimoine en question vise à débattre des réponses à apporter pour mieux protéger et valoriser cet héritage haïtien et le faire dialoguer avec l'histoire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.